Bonjour, bienvenue au Home Run, Patrice Groslo de McGill Immobilier et Angle Volkers. On est aujourd'hui avec Silvio Hillon de Angle Volkers, mais pour la petite histoire, Silvio était aussi chez McGill comme courtier, comme acheteur d'abord. Tu avais acheté un penthouse dans un de nos projets que Debbie t'avait vendu. Ensuite, moi j'avais dit à Debbie, ce gars-là serait excellent comme vendeur de projet. Tu es devenu courtier de projet. Ensuite, tu es devenu vice-président de McGill Immobilier en relationnel avec tous nos promoteurs pendant un certain temps. Tu avais un volume phénoménal d'investisseurs. Malheureusement, les deux chapeaux devenaient problématiques parce que ton volume investisseur augmentait. Donc, tu as décidé de retourner 100% courtage, mais du volet Angle Volkers résidentiel. Et là, tu as pris le chapeau commercial. Tout à fait. Donc, c'est un très, très bon résumé. Exactement. 11 ans de plaisir, 11 ans d'évolution dans la carrière, 11 ans d'opportunités, puis on n'arrête pas. Tout à fait. À l'origine, toi, tu étais dans le milieu, tu travaillais dans les banques, si je me souviens travaillais bien. dans le monde informatique. On faisait des acquisitions pour le Harris Bank, une division de la Banque de Montréal, aux États-Unis, un petit peu partout. Donc, vraiment, une job de carrière, une job qui m'ouvrait des portes dans ce domaine-là. Le plaisir n'était pas là, la création n'était pas là, la découverte n'était pas là, l'opportunité, la capacité de créer soi-même son propre avenir n'était pas là. Et puis, j'ai rencontré Debbie. Puis, that's all I have to say. Écoute, on se connaît bien. J'ai été même ton best man à ton mariage. On se connaît, c'est ça la beauté de McGill Levé. Ouais. Des amitiés qui se créent au fil du temps. Aujourd'hui, tu es marié, tu as un enfant. Tout à fait. Tu vis une vie de rêve, comme on dit. Écoute, ça n'a pas toujours été facile, évidemment, l'immobilier. Et c'est rare, là, comme que j'ai quelqu'un devant moi qui était 11 ans avec nous. Qu'est-ce qui a été les forces et les faiblesses du projet? Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé? Et la même chose pour la revente. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te manque des choses du projet du passé? Ou... Oui, tout me manque et je suis excité pour le futur aussi. Dans le projet immobilier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'opportunité d'avoir accès, l'exclusivité, la connaissance et aussi le contrôle de certains angles de projets immobiliers. Ce que j'aimais le moins, c'est que j'avais pas la liberté de faire ce que je voulais faire. Parce que quand tu es vendeur sur le plancher et quand tu sais, tu entends ton client, tu te retournes de l'autre côté et puis 80% de tes demandes ne sont pas tout à fait répondues. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pouls de la conception, le pouls du coût, le pouls du développement, les insights, les études qui sont derrière ça. Aujourd'hui, dans le commercial, je fais partie de tout ce qui se passe en avant. Donc, je suis capable de mieux comprendre et mieux prévoir le marché. Surtout dans le commercial, on est capable de un petit peu contrôler de ce qui s'en vient sur l'île de Montréal. Fait que, écoute, je pense que tout ce qu'on n'aime pas dans la vie, si on travaille fort, on va être capable de l'avoir en perspective positive. Moi, j'ai suivi mon rêve, j'ai suivi le destin. Et puis, ce que j'ai appris, surtout dans l'immobilier, la persistance existe. Et changer pour changer, ça ne vaut pas la peine. 11 ans après, je trouve que j'ai changé tellement de fois, mais pas l'environnement, pas la famille, mais moi-même. Puis, c'est pour ça que je suis encore en quête de découverte de la prochaine étape de ma vie. Écoute, quand tu dis, parce que tu étais quand même VP chez McGill, tu avais quand même un pouls, une implication dans le développement des projets. Surtout, les projets, on les développait sur plusieurs années. On était même là souvent à l'acquisition des terrains. Pourquoi tu n'as pas trouvé ta voie d'un point de vue commercial, du point de vue promoteur, d'agence projet? C'est sûr qu'en tant que vice-président vente et marketing chez McGill Immobilier, on avait un horaire qui était très, très rempli. J'étais excité par la recherche de terrain, par l'idée. Tu sais, quand tu vois un bout de terrain, tu dis, moi, tu sais, j'aimerais savoir une bâtisse de 20 étages ici. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir en bas. Là, tu prends tes idées, tu les mets directement sur papier avec l'architecte, tu le proposes au développeur, tu t'en vas à la ville. C'est ce côté-là qui m'excitait énormément. Le début, mais l'apprentissage, la connaissance et l'idée qui se trouve à la base de ton projet, de chaque projet. Un petit peu ce que les grands de nos jours font, Stéphane Côté, Dave McGill, Mathieu, Cogir, on peut parler Serge Goulet chez Delmico, tous ces gens-là qui ont la vision avant. Moi, je sentais que j'avais un côté visionnaire qui marchait en moi, puis ça me manquait. Aujourd'hui, je suis rendu au point où je regarde une terre et je peux dire, j'aimerais ça qu'on développe ça, on s'en va chez les architectes, on peut vendre ça en développeur, en promoteur. Est-ce que tu dirais que du point de vue projet, c'est ça, il y avait trop de gens dans le processus décisionnel que, évidemment, tes idées ne pouvaient pas être 100% écoutées, les décisions ne venaient pas 100% de toi, tandis que quand tu es avec un investisseur, purement d'investissement, il te parle à toi, c'est du one-on-one et tu contrôles les coûts, la transaction. Tu contrôles le persona,
tu contrôles l'ADN du projet, tu sais dans quelle direction tu t'en vas, tu sais très bien, étant donné que moi j'ai aussi la connaissance de la vélocité, l'acquisition et puis l'absorption du marché, je suis capable de créer une balance et créer des produits qui sont optimales et optimisés par rapport au marché. J'aurais jamais eu tout ce background-là si j'avais pas été VP, puis j'aurais jamais découvert cet amour que j'ai pour le pré-développement, la préconception que j'ai aujourd'hui. Mais vous savez, dans l'immobilier, moi personnellement, j'ai découvert qu'il ne faut pas se mettre des limites. Il faut vraiment aller chercher, puis se divertir et divertir son connaissance, son côté artistique en respectant le marché actuel pour qu'on puisse toujours être à l'affût des nouvelles tendances. Ben, c'est ça un peu la beauté qu'on a chez nous, du fait d'avoir comme un peu la trifecta. On a le projet, il y a des postes administratifs, il y a des postes de courtage commercial, résidentiel, projet. Donc, tu as trouvé ton chemin en essayant différentes choses, mais toujours dans la même famille, avec le même monde, c'est toujours la même comptabilité, les mêmes départements de design. Tout en respect des choix personnels pour ma vie familiale que j'ai eu. Au début, quand on s'est connus, on était des gens qui travaillaient 12 heures par jour. Écoute, on avait nos bureaux, le penthouse était en haut du bureau. Fait que, il y a quelque chose qui se passe, je descends et puis on le fait. Et puis c'était 7 jours semaine, 12 heures, 3 heures, 14 heures par jour s'il y avait besoin. Puis on avait des lancements de projets. La nuit, on ne la dormait pas parce qu'on imprimait tous les listes de prix, les plans et on revoyait les minutes, on revoyait le coaching pour les... Écoute, aujourd'hui, je suis marié, happily married. C'est rare à dire ça pendant la pandémie. Là. I'm happily married, very happily married, with the most beautiful child. Tu sais, pour moi, là, c'est mon fils, là, c'est ma vie. Je n'ai pas senti que l'agence, l'environnement, la famille, les gens que j'ai autour de moi m'ont pénalisé parce que j'ai choisi ce chemin-là. Au contraire, je trouve que en dépit de mes attentes qui étaient vraiment minimes, ben, j'aurais dû avoir des plus grosses attentes parce que vous m'avez ouvert toutes les portes. Ouais. Puis au niveau commercial, vous avez cru, vous avez dit Silvio, ce que j'aime que tu me dis, c'est qu'est-ce que tu projettes faire, pas qu'est-ce que tu as fait et puis tu mets devant le fait accompli. Qu'est-ce que tu projettes faire, on va le faire ensemble. Fait que oui, comme je l'ai dit au début, 11 ans d'affaires avec vous, j'ai changé tellement de choses, ouais. Mais j'ai pas changé une chose, la famille et l'agence. Ben, deux choses, la famille et l'agence. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça aussi, le commercial, il y a une réalité, ça, les gens le savent peut-être un peu moins, les gens qui sont moins familiers avec le courtage, c'est plus dans des horaires normales de bureau, on est plus dans le 9 à 5, parce qu'évidemment, les gens avec qui tu vas transiger ont ces horaires-là, soit que ce soit les propriétaires ou que ce soit les représentants autorisés de ces propriétaires-là. Exactement. Sont dans des horaires comme ça, donc on a moins le soir, il y en a quand même, mais les week-ends, ouais, le soir ou les week-ends, mais toi, c'est plus mais toi, ça va être plus du travail d'analyse que tu peux faire de la maison et tout ça, que nécessairement des rencontres clients, tout ça. Donc, par rapport à la situation, l'âge de ton fils et tout ça, c'était un horaire qui se prêtait plus, parce que c'est sûr que le projet, c'est soir et week-end, la revente aussi, les visites, c'est exactement ça. Donc, c'est peut-être la seule niche au niveau horaire. Évidemment, il y a d'autres pendants moins intéressants au commercial qui sont... Ça reste un domaine excessivement difficile. Là. C'est pas en 30 jours, tu passes chez le notaire et puis c'est fait. T'as pas du tout, aucunement, du tout. Nous, je te dirais, la bonne période, maintenant, septembre, octobre, c'est génial pour nous parce qu'on finit la plupart des diligences qu'on a commencé il y a 6, 8, 12 mois. Donc, on se comprend, on parle des ententes qu'on a signées avec des acheteurs et des vendeurs il y a 12 mois. Des deux offres d'achat, des promesses d'achat, des LOI, des Letter of Intention, qui arrivent à un moment donné à une fin. Et puis après ça, la diligence, ben, c'est là qu'on passe chez le notaire. Fait que oui, dans les prochains 3-4 mois, on va passer chez le notaire. Mais il faut comprendre, ça fait 1 an, même 2 ans qu'on travaille sur. Et comment on fait pour pas se démotiver justement de ces délais-là et souvent les deals qui tombent, les due diligence, tu l'as dit, là, les vérifications, c'est des mois et des mois pour arriver à des choses qui aboutiront pas. C'est 2 sur 10, donc c'est 20% des deals qui passent, 80% des deals qui tombent. Ce qui est génial, c'est que dans le marché commercial dans lequel on est actuellement, l'inventaire devient de plus en plus limité et les valeurs des immeubles qu'on vend augmentent à travers le temps. Fait qu'un deal que tu as fait, que tu as signé une promesse d'achat il y a 1 an, aujourd'hui vaut peut-être 10-12% de plus cher. Mais ça se peut que ce deal-là n'existe plus dans le marché. Donc, on est très optimiste. Notre verre doit être toujours à moitié plein, jamais moitié vide. On doit shooter dans toutes les directions pour qu'on puisse avoir le plus de masse de deals possible. On ne peut pas se permettre de trop advertise, il faut qu'on soit très confidentiel dans tout ce qui se passe. Puis de l'autre côté, il faut bien doser quel deal tu donnes à quel client. Fait que, écoute. Mais c'est ça l'utopie un peu du commercial, c'est qu'on doit rester discret, mais ultimement, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on performe. Donc, comment arriver à cet équilibre-là, de se faire voir, de se faire connaître. Beaucoup de lunch, beaucoup de Zoom meetings, beaucoup de souper.
Beaucoup de week-ends. Parfois, ce qu'on fait le week-end, c'est qu'on part avec la famille, avec un développeur dans son domaine, puis on part tous ensemble. On mixe un petit peu côté familial, côté business, côté personnel. Puis s'il y a quelque chose qui sort de là, tant mieux. S'il n'y a pas quelque chose qui sort, ben, on aura des belles photos de famille, puis c'est tout. Mais Donc, tu peux, comme on dit en bon français, expense tes repas au restaurant parce qu'il y a beaucoup de ta business qui va venir de ce relationnel-là que tu vas développer. je ne répondrai pas à cette question comme comptable, je serais pas content, mais disons que la bouffe, oui, l'alcool, on n'en a pas le droit. Non. Mais écoute, on arrive avec la division commerciale, Engel Walkers commercial, on va être la première franchise en Amérique du Nord. Ça a déjà commencé, on a commencé à engager des très très gros courtiers, t'entourer, tout ça. On a déjà vendu des hôtels, on a des vignobles à vendre en ce moment et tout ça. Donc on a vraiment des beaux produits et avec des prix, on parle de dizaines, voire vingtaines. Et, Trentaine de millions. on frôle le 100 millions sur certains, tout ça. Donc on arrive déjà à ce que des gens ont mis des dizaines et des dizaines d'années à atteindre dans une très court laps de temps. C'est quoi ta vision? Parce que tu étais là dans McGill, tu étais là dans le succès de EV, là dans Engel Walkers commercial. Est-ce que tu penses qu'on va répliquer on Tu fait sais, le tour du chapeau, comme on dit? j'ai commencé ma division commerciale. J'avais l'intention de la commencer en 2018 quand j'ai fait un petit peu le shift familial et puis la transition entre VP et Engel Walkers. En 2019, vraiment, mon département commercial, je parle de mon département parce que je suis avec une partenaire qui travaille avec moi aussi dans le commercial. Les deux, on a vraiment grandi ça. En 2020, ça a été une bonne année. 2021, une excellente année. Je ne voyais pas aucune valeur ajoutée de me associer à d'autres agences qui sont spécialisées dans le commercial parce que je me suis dit, si vous avez fait avec Engel ce que vous avez fait et puis on a été ensemble avec McGill et puis on a vu comment ça a explosé, je me dis, EV commercial, la perspective internationale, on va vraiment l'amener sur le plan local. Et je pense que tu dois vraiment faire confiance aussi quelque chose qui est hors de ton contrôle, donc c'est-à-dire la dynamique dans cette nouvelle agence. Donc, on a décidé, nous, de notre côté, dans notre plan d'affaires, de ne pas changer, de ne pas aller nulle part. On va rester ici. Pourquoi? Parce qu'on est là dès le début. On a été capable de développer notre image dès le début. On sait très bien que vous allez mettre l'effort nécessaire pour développer Engel Walker commercial, comme vous l'avez fait avec les deux autres bannières. Puis on voit qu'est-ce qu'ils font en Europe. Fait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale gagnant à la fin de la Mais il y a journée. une réalité aussi, quand j'avais parlé avec le président mondial Sven Odia, qui voulaient, eux, le développer à l'origine d'un point de vue corporatif, ouvrir leur propre bureau, Montréal, Toronto, Mhm. New York, et ainsi de suite. Et je leur ai dit, nous, on a une infrastructure de 10 boutiques immobilières de qualité. On est ici au Port-Royal, on a une rez-de-chaussée, deuxième étage, 6500 pieds carrés. Et on a la même chose dans le Vieux-Québec, un peu partout. Vous pourrez jamais avoir 10 bureaux, des départements de design, de programmation pour 10 ou 12 courtiers commerciaux. Complètement. Donc, laisser la division immobilière chapeauter les bureaux d'un point de vue administratif. Et là, on va avoir une infrastructure qu'aucune agence commerciale a dans la province. Complètement. C'est une longueur d'avance. On est partout. On est positionné, on rencontre des clients, on peut les rencontrer n'importe où. Puis la plupart des gens qui ont maintenant des maisons de 2, 3, 4 millions, 5 millions et plus, vous savez, tous ces gens-là ont besoin de commercial. Fait que tu peux pas dire, ben ce client-là, il travaille avec X personnes, X courtiers chez Engel Walkers Montréal parce que pour sa maison, mais pour le commercial, ben on le met. Non. C'est toute une équipe. Tu sais, One-stop shop. moi, chez nous, ici, chez Engel Walkers, les dernières transactions qu'on a faites, on l'a fait des deux côtés, on l'a fait avec des collaborateurs chez Engel Walkers. Ça, c'est très mathématiquement, familial. statistiquement, c'est quelque chose, c'est une C'est anomalie. logique. Et c'est pas qu'on ne collabore pas, évidemment, avec les Non. autres agences et les autres courtiers, Mais on dirait que la génère qualification- nous-mêmes nos propres acheteurs, nos Et la propres... qualification, l'apprentissage de qualifier un client, poser les bonnes questions, ça nous permet à nous d'optimiser notre temps et justement passer le week-end en famille. Pourquoi? Parce qu'au lieu de passer 10 heures à qualifier un client qui n'est pas converti, qui ne sera pas converti, les personnes qui ont fait de résidentiel ont déjà passé 5 heures, nous on va passer un autre 5 heures et on va le convertir directement en commercial. Et puis c'est un client qui est qualifié financièrement. Donc du coup, on sait très bien que quand je lui pousse quelque chose, il dit oui ou dit non en fonction de ses attentes financières, pas en fonction de ses capacités financières. Puis ça fait toute une différence, complètement une différence. Tu parlais tantôt, c'est intéressant parce que tu parles du volet international. Il y en a déjà des investisseurs, des acheteurs internationaux. Mais là, toi, tu sens qu'il va y avoir une explosion du volume dans les prochaines années. Quand j'ai vu la pandémie arriver, moi j'ai vu, à travers McGill et Olivier, on a travaillé ensemble pendant deux belles, je dirais pas des dépressions, mais je dirais des irrégularités dans l'économie qui sont ajustées et que Montréal a eu pas vraiment un impact. On l'a vu aller. La force du dollar canadien, c'était la garantie de la valeur locale
et l'oscillation du dollar canadien prenait avantage dans d'autres currencies. Qu'est-ce que j'ai vu moi pendant la pandémie? Énormément d'Européens, de pays qui parlent forcément le français, que ce soit la France, la Belgique, ont acheté beaucoup de dollars canadiens pour pouvoir prévoir l'investissement futur au Canada. Puis c'est drôle parce que tu me parles de ça. Nous, les 2 derniers deals qu'on a closés, on a closé en fait 2 deals pour des biens immobiliers européens qui va être du student housing, donc des habitations étudiants, pour des familles qui viennent d'Europe, qui veulent avoir une bâtisse où ils peuvent mettre en toute sécurité leurs enfants, par là dans des universités. Ces assets-là sont détenus par des gens qui viennent de l'Europe, qui sont habitués à un cap négatif. À Montréal, on se bat pour un cap 4, mais un 3 de cap, là, ils vont arriver ici, ils vont dire, bon, attends, j'achète, je mets mon enfant, j'ai un retour, puis le currency est bon. En plus de ça, mes euros, ils valent beaucoup plus en dollars canadiens. C'est un home run. C'est un home run pour eux. C'est vraiment ça. Beau lien. Beau lien, ouais. Et puis, l'immigration financière, Ouais. c'est ce qu'on va atteindre dans les prochains 2, 3, 4, 5 ans. Et là, il y a une valeur sécurisante aussi du fait que la bannière en Europe, c'est un monstre, Engel Walkers. Exactement. Au niveau commercial, c'est excessivement Et fort. le niveau de la qualité du service est très similaire aussi. Donc, c'est pas juste la bannière, hein, c'est l'ADN, le mindset, l'expérience, puis les propriétés aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que tu répondrais au fond à ces certaines agences ou gens de l'industrie qui disent qu'il n'y a pas d'investisseurs ou d'acheteurs étrangers au Canada. C'est l'argent de qui a fait augmenter toutes les maisons, les chalets? C'est l'argent québécois. Que je le sache, moi, cet argent-là, il vient du pays. Il n'y a pas beaucoup d'internationaux. En ce moment, exactement. En ce moment, même l'année dernière. L'année dernière, c'est en ce moment. Ces gens-là, on a eu une augmentation assez farfelue. Je vous dirais, moi, la pandémie, le mot clé de la pandémie en immobilier, c'est un accélérateur. La pandémie, ça a été un accélérateur immobilier. Au niveau des outils, au niveau des coûts de construction, au niveau de la réalité par rapport aux besoins essentiels des gens. Les gens, ils ont réalisé que c'est pas essentiel d'avoir tout le luxe. Ou comment tu définis ton propre luxe, première chose. Donc, tout cet argent-là, c'était de l'argent et de la liquidité québécoise. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont moins dépensé dans les restaurants, moins dans les bars, moins dans les folies de voyagement. Ils ont gardé de l'argent au Québec. Fait qu'ils ont acheté un plus gros chalet, ils ont rénové leur maison. Il n'y a plus beaucoup de chalets dans les streets qui sont à rénover. Hein. On voit que la plupart sont clés en main, done, that's it. C'est normal. Quand les Européens vont arriver ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une pénurie d'inventaire immobilier, fait qu'ils vont acheter la sécurité. C'est-à-dire, ils vont acheter la valeur actuelle, et puis eux, ils l'ont déjà vécu dans leur pays. Quand tu achètes aujourd'hui, dans 20 ans, ça va prendre la valeur. Les gens au Québec, ils pensent toujours qu'on achète aujourd'hui, l'année prochaine, ça va être le double. Il ne faut pas le regarder comme ça. Il faut regarder un asset. Est-ce qu'il y a la possibilité de prendre une valorisation? Pas juste la maison. Le voisinage, la ville, le pays, la province et le pays. Si on pique vers le haut, c'est positif. Puis pendant la pandémie, on a été le pays qui a été, après les pays scandinaves, qui a été le mieux vu d'un point de vue besoin de la population, accès à l'aide gouvernementale. Ça a été fait en 1 semaine, 2 semaines. Fait que, the grass is always greener. Well, our grass was the greenest ever. Est-ce que tu penses que justement la demande locale qui est en train d'atterrir tranquillement va être simplement remplacée par cette demande internationale? Donc, d'un point de vue vendeur, de négliger ces acheteurs-là ou ces investisseurs-là étrangers qui s'en viennent dans les prochaines années, c'est une erreur monumentale. C'est facile d'analyser le data d'aujourd'hui, mais ce qui s'en vient, tu peux pas, même si c'était, on s'entend, même si c'était 25%, pourquoi négliger 25% de tes acheteurs potentiels ou aussi bien y aller avec une agence qui est très forte localement, mais qui a accès justement à ces réseaux-là internationaux? Moi je le pense et je le soutiens, puis tu le sais très bien depuis le mois de mars, je pense qu'il faut surtout pas négliger la vague d'immigration qui va arriver. Il faut surtout pas négliger de faire comprendre à notre agent local que les valeurs du marché aujourd'hui, c'est des valeurs qui vont rester et qui vont augmenter à travers le temps. Les taux hypothécaires risquent pas d'augmenter de façon farfelue. C'est les banques, le taux de Canada va similairement rester pareil. C'est les banques qui vont augmenter leur marge. Ceci étant dit... Non, mais en même temps, les gens souvent nous disent « Ah, ça finit toujours par remonter », c'est faux. Depuis 2000, au Japon, c'est toujours les mêmes types de taux. Il n'y a pas d'inflation pour autant et tout ça. Et s'ils augmentent, ils vont nous donner des kickbacks, ils vont nous donner des accessibilités, ils vont nous donner des aides, même l'inflation. L'inflation, on était depuis 12 ou 14 ans sous l'objectif, le pourcentage visé.
qu'à un moment donné, si on veut atteindre une moyenne de X, Mm. faut que certaines années, on soit au-dessus. En ce moment, on est au-dessus pour des anomalies. On va se rebalancer. Puis il n'y a pas de stress au Non, niveau non. data et tout ça. Il y a juste, Euh, présentement, il n'y a juste pas d'inventaire. Ouais. Puis, sans faire de parti politique et sans parler de politique, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est prendre une partie ou pas. Moi, mon parti politique, c'est Montréal. C'est ma maison. Je pense que Montréal, on est quelques années derrière en hauteur qu'on devrait avoir. Mais, si j'ai un souhait à faire à qui sera capable d'écouter ce message-là, laissez-nous pas aller en hauteur sans être design, sans devenir une référence mondiale. Parce que faire de la hauteur et faire des Europe de looks... l'Est. Et ouais. tu peux en parler? Ouais, oui, l'Europe de l'Est, des bâtisses communistes, tu sais, les bâtisses Parce que des toi, tu es patriotes. d'origine Roumaine, ouais. roumaine. Puis j'ai vécu le communisme et puis j'ai juste des bons souvenirs. C'est pour ça que je suis au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'adore mon pays et puis j'y retourne à chaque année et je me dis, j'adore d'où je viens, mais je suis content que mon fils il est né dans un environnement où je peux lui donner plus qu'il en a besoin. Et je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, parce que là on parle dans le sentimental, je vais verser une larme. C'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est que si on a un souhait à faire pour l'île de Montréal et pour notre ville, c'est demander à qui sera en nos pouvoirs. Donnez-nous de la hauteur, mais soyez sélectifs, soyez créatifs. Les exigences. Puis laissez-nous justifier le 1300, 1500, 2000, qui sait, le pied carré qu'on paye, pas juste pour remplir les poches des gens, mais surtout pour créer des bâtisses signatures. Mais tu viens, tu étais VP chez McGill, tu l'as bien connu. À l'époque, nos prix n'étaient pas assez élevés pour être capable de se payer l'architecture. Il y a un coût pour payer l'architecture. C'est pas pour rien que les tours avaient toujours les mêmes formes et tout. C'est des tours qui sont les plus rentables en termes de coûts de construction, tout ça. Complètement. Avoir une forme en forme de banane, il y a une complexité technique et tout ça, donc qui vient avec un coût. Exact. On arrive à Montréal à des prix de d'autres grandes métropoles, donc on est capable maintenant de s'offrir une architecture. Exact. Donc on devrait plus voir ces plus buildings voir. Europe de l'Est, comme tu disais. Non. Du copy cutter, des carrés, des murs aveugles avec de l'aluminium qui vaut pendant 25 étages. Ça nous prend des signatures visuelles. Je ne suis pas un artiste, mais je sais reconnaître le beau et le mauvais. Ben, en fait, mais les gens, les clients le sont de plus en plus aussi. Ils l'apprécient, sont prêts à payer, ils voient deux tours côte à côte, sont capables de comprendre pourquoi elle est un peu plus chère que l'autre, des fois, quand l'architecture le justifie. Et c'est ça, c'est un peu une utopie, parce que les gens veulent pas la hauteur, voudraient s'étendre, avoir des bungalows avec des piscines hors terre, à n'en plus finir. Mais à un moment donné, on parle de réchauffement climatique, mais à un moment donné, il n'y a rien de plus écologique que la densification. La densification, faisons-le sur la hauteur et tout. Ouais. Donc, on arrive, c'est ça, c'est des débats qui sont en jeu actuellement dans la campagne. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment une réalité que tout le monde devrait avoir le pouls et tout le monde devrait être s'aligner dans ces directions-là. On aime notre ville, mais il ne faut pas la limiter. Il ne faut pas qu'on devienne une ville verte, qu'il n'y a rien à faire, que personne n'a envie d'aller, que tout le monde va se rejoindre en banlieue. On est à Montréal, on a tellement d'activités, on a tellement un côté sexy international à Montréal que je trouve que dans l'immobilier, on slack un petit peu. Et je trouve qu'on n'a pas assez de quartiers verticaux, avec un petit peu plus de dynamique, avec, tu sais, ça prend ce côté-là. C'est quoi ta lecture, justement, l'apocalypse des bureaux, centre-ville, le centre-ville qui va être désert et tout, le télétravail? C'est quoi ta lecture? On avait eu des discussions, justement, au fil du COVID. Moi, je pense que de plus en plus, les grandes compagnies, les grands locataires de centre-ville vont réaliser qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'espace, mais leur pignon au centre-ville va rester. Moi, je pense que les compagnies qui se respectent vont vouloir garder des bureaux au centre-ville. Le centre-ville sera et puis sera toujours le centre-ville de Montréal. Ceci étant dit, je pense que les espaces qui ont besoin, en fait, ça va jouer vraiment, c'est fou à dire, mais ça va être complètement l'opposé de ce qui se passe dans l'industriel. Maintenant, tout le monde veut grand, énorme, large. Avant, il fallait optimiser l'espace. Il fallait aller sur la hauteur. Aujourd'hui, les bureaux, ils voulaient... back in the days, les bureaux, ils voulaient grand. Aujourd'hui, ils veulent juste une adresse avec un prime spot, pas un gros bureau. Donc, je pense que, je prends comme exemple la PVM, le nombre de locataires va augmenter dans cette bâtisse-là. Et ce qui est génial quand le nombre de locataires augmente, c'est que le prix augmente aussi par pied carré. Donc, ça va donner plus de valeur. Maintenant, est-ce qu'on va avoir... Le risque, on gère mieux son risque. Un locataire qui quitte, qui fait faillite. Tu vas avoir 5 AAA puis un B, c'est correct si tu le mets comme ça. Fait que moi, je pense que c'est juste une question d'ajustement à travers le temps. Et donc, c'est juste les prochaines tours, parce que l'absorption de l'existant va se faire sans problème. C'est juste qu'on construira peut-être pas au même rythme. Pas au même rythme, pas de la même façon, pas avec la même intelligence d'approche. Puis c'est drôle parce que le WeWork, ça donnait un petit peu le goût, mais on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus officiel que WeWork, un petit peu plus upscale. WeWork, c'était pour les gens qui ne pouvaient pas se prendre un vrai bureau, un gros bureau.
Là où on a besoin d'une tour, exemple, comme on fait beaucoup en Californie, San Francisco, San Diego, on voit des tours qui ont été recyclées justement pour avoir moins de bureaux, pas pour autant perdre de luxe. Fait que je pense que ça va dans cette Ben, optique-là. c'est ça. Le WeWork, c'était comme inviter son client à souper dans un food court de centre commercial. Puis, tu C'est sais moins quoi? glamour. Là. I've been there, I've done that. Je l'ai fait surtout à San Francisco quand j'avais des affaires là-bas. I loved it. Mais je me dis, j'ai des clients qui ont 70, 80 ans. Ces gens-là, ils veulent que ça soit officiel. Ils aiment ça que ça soit officiel. Peut-être ces gens-là, ils sont pas encore... Bon, on l'a vu ce dans le genre. milieu bancaire. Tu viens du milieu bancaire, toi aussi. À un moment donné, toutes les banques fermaient leur succursale. Et là, à un moment donné, tu as la banque TD qui est arrivée, qui a ouvert les succursales et qui a connu un essor phénoménal. Et disons, ce que tu disais tantôt, on a besoin de la présence Brick physique. and mortar. Même si moi, Brick and mortar, tu y c'est vas ça. une fois par année à la banque, tu veux qu'elle soit là, tu veux qu'elle soit dans ton quartier. Donc, les entreprises n'auront pas le choix d'avoir, comme tu le dis, le pied à terre, la présence physique. Exactement. ING Direct qui a changé de nom depuis, mais la banque virtuelle n'existe plus, a été revendue, changé de nom. Ouais. Ça Ça a perdu la ferveur. C'était ça temporaire. prend la présence physique. Tu sais, est on parle de importante. Zoom. Est-ce que le Zoom... Oui, le Zoom, ça va devenir un facteur, un accessoire dans notre vie. Comme l'iPhone, quand on a eu l'iPhone dans notre main, on a réalisé, ça a pris peut-être 1 an ou 2, on l'a intégré dans notre vie. Le Zoom, on va l'intégrer dans notre vie. Puis je parle de Zoom, mais peut-être c'est une marque de commerce, mais cette connexion virtuelle, ça va exister. C'est un outil. Mais c'est pas... Je peux pas dire qu'on peut se permettre de faire tous les meetings en Zoom. Moi, j'aime ça, shaker la main de quelqu'un, mais du pur à l'après, là, on se comprend. Mais avoir une connexion face à face, dans l'industrie commerciale, on a encore des handshake deals. Ouais. Ah, mais moi, je te le dis, je fais des entrevues, j'ai fait des entrevues Zoom et en personne. Je suis conseiller en ressources humaines, j'ai déjà été chasseur de tête. Ça n'a rien à voir. C'est Complètement. pas la même chose. La lecture, tu ne peux pas lire quelqu'un en Zoom de la même façon. Non. Quelqu'un qui est physiquement, quand il rentre dans le bureau, comment il s'assoit, comment il respire. le gestuel et tout ça. Là, c'est comme ça. il y a une barrière Exact. avec le Zoom qu'on n'est pas capable d'avoir. Donc, on en parlait avec les gens de McGill, la vente et tout. Ils voient qu'il y a des limitations. C'est un bel outil. Il y a une tempête de neige, évidemment. Mais on c'est se un rendra pas au accessoire. bureau. C'est ça. C'est C'est pas un un style de outil. vie. Mais c'est pas une façon permanente. Non. Moi, je ne crois pas du tout au télétravail de façon permanente non plus. Non. Donc, c'est ça. Même notre lecture qu'on avait eue, les échanges qu'on avait eus par rapport au centre-ville, on sent le retour, on sent que c'est là pour... C'est tranquille, c'est bien. Ce qui est génial, c'est que notre centre-ville n'a pas été détenu par des fonds et par des gens qui avaient le couteau à la gorge pendant la pandémie. Il a été très bien entretenu et très bien gardé en force. Les valeurs locatives n'ont pas forcément baissé. Ce qui a été un petit peu plus en marché, plus, je te dirais, opportuniste, ça a été les sous-locations, les transferts de baux. Mais à part ça, le centre-ville est resté en même valeur et puis continue à augmenter. Et j'ai beaucoup d'espoir. N'oublions pas que Montréal, c'est une île. Hein. Ouais. On a un centre-ville, on n'en a pas 10. C'est ça. Densification J'ai naturelle. beaucoup d'espoir que comme je le dis et je le redis, que notre centre-ville va se dessiner plus en hauteur qu'en largeur. Et puis ça va nous donner vraiment ce footprint pour dire Montréal, on n'est pas juste la référence culinaire, mais aussi une référence immobilière. C'est vu qu'est-ce qu'on souhaite ensemble pour les prochaines années, parce qu'on a déjà cassé les barrières du 10 millions, des dizaines de millions. Est-ce que tu seras le premier courtier à vendre, à faire une transaction de plus de 100 millions chez Engel Walkers, quoi? J'ai aucun doute là-dessus. Je te lance le défi. Est-ce qu'il faut que je mette une date? Ben, j'ai un listing en fait à 166 millions, qu'on pourrait en parler. Mais ceci étant dit... On peut en parler dès peut en que c'est parler. terminé. Dès que c'est terminé. Ceci étant dit, je peux te dire que oui, est-ce que je vais être le premier? Je me souhaite pas d'être le premier, mais je me souhaite tout ce que je me souhaitais dès le début, quand je vous ai connu, c'est juste faire une carrière de ma vie. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis dans un domaine qui me permet de rêver et qui me permet d'atteindre tout ce que je veux atteindre pour moi et ma famille. Je veux pas m'arrêter là, je veux juste continuer à faire ce qu'on veut. Mais On se souhaite le 100 millions. On se Malheureusement, souhaite il y a plus des que ça. chances qu'on puisse pas en parler. ouais, malheureusement, vous allez le savoir, surtout de la presse. C'est pas ça, de- on va le savoir dans nos réseaux, mais Exact. malheureusement, on ne pourra pas le publier. Merci, Silvio. Merci. On Je trouve les- que l'entrevue, c'était vraiment un home run. T'es un bon frappeur. Merci. Merci à toi. Merci. Bye bye.